Thomas, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Ouais, alors aujourd'hui on est sur, on enregistre l'émission le jour de la remise des prix, qui est ce soir. C'est ce soir la remise des prix. On est au Sable, il fait beau en plus. Hein, ouais, c'est un jour important. Ouais, les circonstances sont pas mal pour faire ce petit Mont Vendée Globe. Thomas, est-ce que cette remise des prix de ce soir va être un petit peu particulière pour toi? Bah, c'est un retour au sable déjà. Ouais. Alors, même si je suis revenu pour certaines arrivées, c'est un moment où tous les skippers et tous les marins qui ont fait cette course se retrouvent. Donc c'est un moment qui va être fort. Et puis c'est l'occasion aussi de fêter les premiers, le podium, et puis tous les autres marins, ceux qui ont fini, mais ceux aussi qui n'ont pas terminé comme moi. Ouais. Donc non, c'est un moment, voilà, ça boucle la boucle. C'est un moment important. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que toi, ça te boucle aussi ton Vendée Globe. C'est la fin du projet, voilà. Ouais. C'est vraiment la journée qui va, voilà. Donc ça va être festif, j'espère. Et puis c'est aussi de revenir voir le public sablé qui était chaud bouillant au départ. Donc je pense qu'ils seront encore nombreux ce soir. Donc c'est aussi voilà, ça termine l'histoire, on va dire. T'as eu l'occasion, tu en parlais, t'as eu l'occasion de revoir des skippers justement. Là, vous allez tous vous revoir tous ensemble. Parce que vous avez presque aussi une obligation d'être là dans le protocole. Vous êtes. C'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire dans le cahier des charges. Avec grand plaisir, bien sûr. Ouais. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de discuter ou de revoir certains avant cette remise des prix, justement? Alors oui, moi je suis revenu pour certaines arrivées. Ouais. Je suis revenu pour l'arrivée d'Armel. Alors Armel, je l'ai pas croisé parce qu'il était forcément très sollicité à son arrivée. Par contre, j'étais à l'arrivée du trio Dick, Eliès, Lecam. Qui sont arrivés dans un mouchoir de poche. Qui sont des marins avec qui j'ai navigué pendant la première moitié, on va dire, du Tour du Monde. Ouais. Voilà, après c'est vrai qu'on est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 mois. Exactement. Et donc non, après à part ça, j'ai pas revenu beaucoup de marins. J'ai revu un petit peu Alan, Conrad un petit peu aussi. Ouais. Voilà, on se recroise, mais jamais tous ensemble. Donc là c'est vrai que c'est une bonne occasion pour réunir toute la flotte et tous les marins qui étaient présents. Est-ce que tu as digéré ce Vendée Globe? Sachant, alors on remet les choses en place. Tu as fait 45 jours de course, le 19 décembre 2016 à Vary, enfin Ofni, tu sais ça. Le bateau est presque cassé en deux, on va dire. Le bateau est cassé en deux. D'ailleurs, des images extrêmement impressionnantes. Quand on oui, encore sur les images, je pense qu'on ne voit pas grand-chose, mais le bateau a bien souffert. Là, j'ai affalé la grand voile, j'essaye de faire route au moteur. Je suis resté quelques heures à la cape, sauf que les dégâts à l'avant du bateau se dégradent. J'ai la coque qui est en train de s'ouvrir, les varangues qui se décollent de partout. J'essaye de faire route là sur le sud de la Nouvelle-Zélande. Voilà, je pense qu'on est pour 2 jours. Je suis pas sûr que tout ça tienne jusque là. Voilà. Ce qui est bien, c'est que je suis à portée d'hélico. Donc ça c'est assez rassurant. J'ai juste à appuyer sur un bouton et on vient me chercher. Voilà. Après la cellule de vie n'est pas touchée, donc avec mes portes étanches, voilà, je suis bien à l'abri. Tu as dit dans une interview que tu avais vu ton bateau plier. Alors, le bateau, de toute façon, après le choc, il était... choc d'Ofni, on le dit. Ouais. Il était découpé. Il y a juste la structure longie en fond de coque qui tenait les 2 morceaux, mais le bateau était coupé en 2. Et j'ai eu la chance d'être pas très loin des côtes nouvelles de Nouvelle-Zélande, donc ça m'a permis, moi, de ramener mon bateau et de toujours être à portée aussi d'hélico. Donc voilà, c'était un moment, une fin de Vendée Globe compliquée. J'aurais aimé que ça se termine différemment. Alors est-ce que c'est digéré? Oui, c'est digéré. Après, je l'ai quand même bien en tête, bien sûr. Hein. De toute façon, c'est le genre d'événement qui marque aussi. Ça a été le moment le plus compliqué de ma course. Hein. À partir du moment où le bateau s'est casé, je savais que mon Vendée Globe était terminé, mais que l'histoire n'était pas finie parce qu'il fallait ramener le bateau. Voilà, donc les 3 jours entre le moment du choc et le bateau se casse et l'arrivée à Bluff dans ce petit port du bout du monde, voilà, ces 3 jours-là, ça a été les 3 jours les plus compliqués de ma vie sur l'eau, on va dire. Ça a été un moment assez pénible. Ouais. Mais voilà, non, c'est digéré. Moi, ce que j'ai envie, de toute façon, c'est regarder
c'est regarder devant, monter de nouveaux projets et repartir sur l'eau et revenir sur le prochain Vendée Globe. Enfin, voilà, ouais. Tu étais déjà dans une autre... Je ne vais pas m'arrêter sur ce qui s'est passé. sûr, J'ai besoin de regarder devant et de réfléchir à la suite, bien sûr. On va en reparler de toute façon des projets. Je me suis posé la question le 19 décembre, je me suis dit, bon, ok, il casse bien, le bateau est bien cassé. Tu aurais pu abandonner le bateau. Et ça t'est pas venu à l'idée? Bien sûr que si. Quand on a une telle avarie dans ces endroits-là, qui sont des mers quand même pas très clémentes, on se pose la question, voilà, quelle est la suite? Donc rapidement, on prend les choses dans l'ordre et puis on redevient de toute façon, avec un bateau dans cet état-là, on est obligé d'être, même malgré la fatigue, extra lucide sur la façon de faire. Ce qui est sûr, c'est que la même chose me serait arrivée au milieu du Pacifique. La réaction n'aurait pas été la même. Ouais. Là, j'étais à 2 jours et demi, 3 jours de mer du sud de la Nouvelle-Zélande. Donc j'ai tenté de ramener le bateau malgré son état. Donc ça a été 3 jours sans trop dormir, sans dormir du tout même. Avec un contact régulier avec la direction de course, avec Jacques Carès, avec mon équipe aussi technique pour aussi bien décomposer toutes les options et ce qui pourrait se passer si l'avarie s'aggravait, etc., etc. Donc moi, rapidement, il n'était pas question de... Alors bien sûr, c'est une possibilité, mais j'avais absolument besoin et envie de ramener ce bateau à bon port. Je pense que tous les marins et chaque capitaine de bateau a besoin et envie de revenir au port avec son bateau, quel que soit le port, ou même si ce n'est pas le port qu'on aurait souhaité. Parce que c'était important pour moi d'arriver quelque part avec ce bateau. Je n'avais pas du tout envie de laisser ce bateau-là en mer, surtout avec tout ce qu'il porte aussi, parce que c'est un projet un peu atypique et particulier. Donc, non, ce bateau, j'avais vraiment grosse envie et voilà, j'ai mis toute mon énergie pour le ramener. Ouais. Le bateau, il est toujours là-bas? Le bateau est toujours en Nouvelle-Zélande, il est à Christchurch. Dans un très bon chantier. Il est réparable? Il est en train d'être réparé, tout se répare, hein, c'est des bateaux en composite, hein, donc... Ça fait du bien aussi de se dire que... Oui, c'est bien de savoir que ce bateau-là reprendra la mer. On ne sait pas encore bien quand ni comment, mais il est possible qu'il rentre aussi à la voile en France. Donc le bateau aura une suite, j'espère bien, parce que c'est un super bateau. Moi qui m'a donné beaucoup de plaisir aussi. Donc, Et surtout qu'un François Gabard a dit de toi que tu étais quand même la révélation, selon lui, de ce Vendée Globe, du moins pour les 45 premiers jours de course. Donc, je pense qu'il y en a plein, des révélations. Il y a eu plein de nouveaux aussi sur ce Vendée Globe. Après, c'est sûr que c'est venant de marins comme François ou même des messages de gens pendant la course. C'est des messages qui sont importants aussi pour se projeter sur la suite. Et qui me touche parce que c'est des projets dans lesquels on met beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur. Donc d'avoir ce type de retour, c'est encourageant et c'est chouette. Bon, il y a l'abandon, mais il y a quand même 45 jours de course avant cet abandon. 45 jours, c'est pas anodin. C'est carrément la moitié d'un périple de Vendée Globe. Je me suis arrêté pile à la moitié. La moitié, c'est ça. Voilà, c'est vraiment au bout de un peu plus de 40 jours de mer. C'est ça. Ça t'a appris des choses déjà? Tu te sens que tu as évolué par rapport à ces 45 jours? Déjà sportivement, parce que moi j'étais un bisu aussi sur ce circuit IMOCA, c'était mon premier Vendée Globe. Alors que tu as quand même une très grande expérience en voile avant. Hein. Ouais, ça fait 10 ans que je fais de la course au large en solitaire, mais c'est vrai que c'est des bateaux particuliers, c'est un peu la Rolls. C'est la Rolls, la Rolls, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est plus rapide qu'une Rolls, c'est plutôt la Ferrari, quoi, on va dire. Mais sportivement, ça a été un gros cap de passer autant de temps sur ce type de machine. Surtout que c'était aussi un projet tardif. On a démarré assez tard le projet, donc finalement, des périodes comme ça aussi longues sur ce type de bateau en mer, j'avais pas fait. Tu l'avais jamais fait. Donc non, j'ai beaucoup appris sur moi, sur ma façon de naviguer, sur ma capacité aussi à mener ce type de bateau, parce que c'est pas des bateaux qui sont simples, pas des bateaux faciles, c'est extrêmement technique. Donc, qu'est-ce que tu as appris sur toi, par exemple? De toute façon, on apprend à chaque course, et c'est ça aussi moi qui me plaît dans la course au large en solitaire, c'est que
à chaque événement, à chaque épreuve, on se dit ah putain là je suis vraiment allé loin. Et puis en fait à la course d'après on va encore plus loin. Et à chaque fois on passe un cap et voilà, on arrive à mieux délimiter ses limites. Quoi. Ouais. Je dis pas que je reviens pas différent, voilà, mais par contre je pense que je me connais mieux et je sais jusqu'où je peux aller. Moi aussi ce que je retiens de ce qui m'est arrivé en fin de course et de l'issue de ce Vendée Globe, moi ce que je retiens, c'est que l'homme, alors je dis pas le marin, pas moi, pas Thomas Ruyant, mais l'homme est capable à des ressources qui sont complètement insoupçonnées. Quoi. Le dépassement de soi, c'est ça? Ouais, le dépassement de soi, mais je pense qu'on a des réserves qu'on sous-estime complètement. Quoi. On peut aller très loin. Enfin, voilà. Moi, c'est ce que je retiens aussi. Et c'est ce qui est chouette aussi comme message derrière, c'est que on peut aller au bout du bout. On est tous capables d'aller de faire des choses très loin. Faire des choses incroyables. Quoi. Tu penses que tu peux aller encore plus loin? J'en sais rien. Aujourd'hui, je dirais 2020, non, mais il m'arrivera certainement d'autres choses, et puis d'autres histoires de mer, et d'autres courses, et j'espère d'autres, des bons résultats ou des moins bons. Enfin, en tout cas, des histoires à vivre en mer, et voilà, on verra. Mais aujourd'hui, non, c'est sûr que ce qui m'est arrivé en fin de course, j'ai quand même poussé le bouchon loin. En fait, j'arrive pas vraiment à être déçu. Alors, j'aurais bien aimé que ça finisse différemment. Donc, d'un côté, oui, je suis un petit peu déçu, mais c'est compliqué pour moi d'être déçu parce que ça a été un projet tardif. Déjà, on a été au départ du Vendée Globe. C'est pas simple d'être au départ d'un. C'est pas simple d'être au départ d'un Vendée Globe. On l'a fait avec un projet nordiste. Moi, ça me tenait aussi à cœur. On a réussi à faire un beau projet avec 180 partenaires, avec un beau message solidaire aussi dans les voiles. Donc, avec le projet Imagine, donc déjà ça, c'est une réussite. On a réussi à faire parler de ce projet-là pendant les 45 jours de mer et avant. Et après, encore aujourd'hui. Donc tout ça, c'est une réussite. Sportivement, je suis aussi content et je suis fier de ma course avant et de ce comment ça s'est déroulé, même si j'ai fait des bêtises et je m'en servirai pour la suite. J'ai eu des galères, mais que j'ai réussi aussi à surmonter. Mon bateau s'est cassé, j'ai quand même réussi à le ramener. Et puis, on n'est pas arrivé au sable, mais malgré tout, j'ai un peu de mal à être déçu en fait. Tu considères que tu as fait une course propre ? Oui, alors c'est toujours. J'ai pas fait du tout une course parfaite parce que il y a plein de moments dans la course où j'ai pas réussi à mener mon bateau comme tu le souhaitais. Comme je le souhaitais, parce qu'il y a aussi de la fatigue qui s'installe, etc. Mais je sais maintenant comment améliorer aussi ma préparation et tout ça pour aller encore plus vite. Pour aller plus loin. Alors, 2020, tu as envie d'y être ? Bien sûr. Je sais pas pourquoi je pose la question. Par contre, il y a un truc qui est quand même dingue, c'est dans une interview, tu dis c'est le truc le plus inhumain que j'ai fait, mais j'y retourne quand même. C'est moi qui ai dit ça ? Ouais, j'ai vu, c'est le mot inhumain qui a été. Je me rappelle pas. Inhumain, c'est inhumain. On oublie en fait assez vite les mauvais moments de toute façon. C'est inhumain, mais non, tu veux retourner. Il y a une partie qui est très dure, mais c'est aussi ça qu'on va chercher. C'est justement ces limites et de bouger le curseur. Et moi, c'est ce que j'aime. Et je pense que l'homme, il est aussi fait comme ça. Il a toujours besoin d'aller un peu plus loin et de courir de plus en plus loin, de plus en plus vite. Et voilà, on voit, c'est ce qu'on cherche aussi à faire, en tout cas moi. Oui, il y a un côté dur, mais c'est ce qu'on va chercher, je pense. C'était un peu maso, quoi. Ouais, mais on l'est tous un peu. Ouais, je pense aussi, ouais. Il y a un côté un peu... Donc oui, j'ai une grosse envie d'y retourner, évidemment. Enfin, évidemment, non, c'est pas si évident, mais oui, j'ai envie d'y retourner. Alors, pas par esprit de revanche pour absolument finir ce tour du monde, mais parce que j'aime ça, tout simplement. Je suis bien sur l'eau, je suis bien sur mon bateau. J'aime l'aventure, mais j'aime aussi la confrontation, la compétition. C'est des machines qui sont incroyables et qui vont aller de plus en plus vite. Et je pense qu'en plus, là, on est dans une transition aussi. Les foils, pas les foils, etc. Donc, tout ça. Ouais. Moi, j'ai envie de faire partie de cette transition qui est aujourd'hui importante au niveau architecture des bateaux. C'est ça. Voilà. Ton quotidien aujourd'hui, c'est quoi ? Tu te prépares à d'autres courses? Alors je me projette, bien sûr. Alors il n'y a pas que le Vendée, mais malgré tout, toutes ces courses ou tout ce qui peut être fait avant, c'est pour préparer ce Vendée Globe là. Et c'est un objectif qui est mon premier objectif aujourd'hui, c'est d'être au départ du Vendée Globe. Qui se prépare maintenant, quoi. Hein. C'est pas l'année prochaine. Enfin, il est toujours temps de faire un projet tardif. Ouais. Après, moi, j'ai envie de rebondir aussi sur un projet. J'ai envie d'être encore plus performant, ou en tout cas de me donner les moyens
de naviguer avec les leaders. C'est aussi une grosse envie que j'ai. Vous l'avez tous, hein. Ouais, alors ça c'est évidemment, parce qu'on est tous des compétiteurs au fond, on est entre guillemets des aventuriers aussi, mais on est aussi des compétiteurs et je pense que c'est ça qui fait la force de cette course-là, c'est vraiment l'alliance des deux. Mais c'est-à-dire que est-ce que tu as un peu essuyé les plâtres, plus qu'essuyer les plâtres sur cette édition-là, puis tu te dis, allez maintenant, 2020, est-ce que je me prépare bien en amont, beaucoup plus tôt J'ai envie de me préparer beaucoup plus tôt parce que c'est pas anodin. Il m'a manqué des choses aussi sur cette course, donc tout ça j'ai envie de bien le préparer, bien en avance. Qu'est-ce qui t'a manqué ? J'ai aussi envie de construire quelque chose de fort avec un partenaire, parce que c'est un truc qui se construit. Voilà, il faut un bon bateau, mais il faut aussi un bon partenaire. Quoi. Et là je l'ai eu moi avec le Souffle du Nord, mais c'était aussi un petit peu tardif peut-être, même si on a réussi à faire un truc canon. Voilà, il faut, je pense, pour écrire une belle histoire, pour le marin, pour la course, pour le partenaire, partir dès maintenant. Et donc, avant le Vendée Globe, il y a une Transat Jacques Vabre en fin d'année, il y a la Route du Rhum, il y a de nouveau une Transat Jacques Vabre, il y a des nouvelles courses comme la New York Vendée. C'est un circuit qui s'internationalise, donc je pense que c'est passionnant à raconter, à vivre. Et puis il faut au moins tout ça pour arriver prêt, je pense, et dans de bonnes dispositions sportivement, on va dire. Pour le prochain Vendée Globe. Pour le prochain Vendée du 2020, pour la 9e édition du Vendée Globe. Cette année, tu étais l'un de tes partenaires, enfin tu l'as dit, tu as fait le départ du Vendée Globe aussi avec une cause, qui est celle de Projet Imagine, de Frédéric Bedos, qui met en avant les héros du quotidien, c'est ça, pour schématiser et résumer tout ça, c'est un peu ça. Est-ce que ton potentiel départ de 2020, il faudra aussi qu'il y ait une cause un peu autre que la seule compète, que tu t'alignes dans une cause humanitaire, par exemple? Non, alors pas forcément, mais là c'était un projet qu'on a voulu comme ça, qui a été fort aussi humainement. J'ai fait plein de rencontres incroyables pendant ces 2 années, grâce à Frédéric Bedos, grâce à toute l'équipe du Souffle du Nord. J'ai rencontré des boîtes aussi incroyables. Ouais, top. Donc non, c'est pas une condition. Mais je pense qu'on est aujourd'hui sur une épreuve qui est médiatique, où on a aussi à un moment le micro aussi pour passer des messages. Et donc pourquoi pas s'en servir pour défendre des choses. On est écouté aussi, donc encore aujourd'hui. Oui, bien donc sûr. c'est vrai que pourquoi pas s'en servir aussi pour véhiculer mettre des en avant messages. des valeurs qui sont importantes. La notoriété. Parce que le Vendée Globe, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on l'a vu aussi les 15 jours avant votre départ, le village était blindé, vous avez été très très sollicité. D'ailleurs, certains ont dit qu'ils étaient partis fatigués aussi. Ouais, c'est étonnant ce qui se passe au départ. Comment tu le vis ça? Et la notoriété aujourd'hui aussi. C'est un peu compliqué parce que au départ, on est cette remontée du Chenal, c'est un véritable stade avec énormément de monde, mais on n'a encore rien fait, quoi. On nous fait comme des héros, mais on n'a encore rien fait, quoi. Alors, et je pense que c'est pour ça que le retour et de remonter ce Chenal à l'arrivée, c'est encore plus fort, parce que là, il y a eu l'histoire aussi. Que quand on part, il n'y a pas encore eu cette histoire. C'est plutôt sympathique, c'est chouette, mais un mini, c'est qui passe. Voilà, j'ai navigué. T'as navigué sur un mini? Oui, bien sûr, j'ai remporté la Transat 650 en 2009. Bien sûr. Et donc, pour revenir à nos moutons, non, la notoriété, c'est quelque chose de sympa, mais je prends ça. J'essaie de prendre ça avec du recul et aussi d'être un peu de me protéger aussi. Ouais, c'est ça. Ça met un peu dans une bulle, et c'est ce que j'ai essayé de faire au départ, parce qu'on peut vite être dépassé, et ça prend beaucoup d'énergie. Donc, il y a un moment donné, j'ai essayé de me protéger, d'avoir ma bulle avant de partir. Mais je pense qu'il faut ça. Quoi. Il faut ça, mais tu es quand même conscient que les gens vous apprécient ou vous aiment, etc. Parce qu'ils se disent, moi je suis incapable de faire ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas beaucoup à pouvoir faire ce genre de femmes ou hommes, quoi. On dit souvent qu'il y a plus d'hommes qui sont allés dans l'espace que de participants au Vendée Globe. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ouais, il y a une petite pression quand même sur les épaules. Non, mais je sais qu'on fait rêver dans certains côtés, et que ce qu'on fait, c'est pas anodin et tout ça. Je suis bien conscient de tout ça. Mais ce n'est que du bateau. Mais voilà, c'est du bateau. On prend aussi beaucoup de plaisir. C'est un choix qu'on a fait.
Et voilà, mais j'essaie de faire quand même attention. C'est très sympa cette notoriété, et c'est très chouette, mais c'est pas tout. C'est pas la vraie vie. Ouais. Le bateau pour 2020, tu l'as trouvé ou pas? Parce que là, on est en plein dans le mercato des bateaux aussi. Hein. Ouais, alors, c'est un peu la difficulté du moment, c'est que des bateaux à vendre, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a même plus à vendre là, pour cette année. Il y en aura certainement d'autres à vendre après la Jacques Vabre ou la Route du Rhum. Après, il y a des projets aussi. Là, c'est une année en double, on va dire. Donc, j'ai quelques propositions aussi pour pouvoir naviguer en double sur les prochaines courses en IMOCA. C'est la recherche de sponsors, c'est la recherche de financement. C'est aussi avec le partenaire que ça se construit, quoi, hein, tout ça. Alors, est-ce que c'est un bateau d'occasion, Foiler 2015? Est-ce que c'est une construction neuve? Est-ce que il y a plein de possibilités. Après, je pense que l'avenir de la voile se fait avec des bateaux à foil. Tu penses que c'est l'avenir? Encore plus loin des foilers, parce que c'est pas tout à fait pareil. C'est pas la même chose, exactement. Donc je pense qu'il faut aller vers cette voie-là, parce que c'est passionnant, parce que c'est aussi un sport technologique. Et, c'est ce qui te plaît aussi. Hein. Et voilà, et moi c'est aussi ce qui me plaît, c'est de développer mon bateau, de mettre un bateau à la main. Alors évidemment, le projet idéal, c'est de construire, parce que moi ça m'est pas encore arrivé aujourd'hui, ça fait 10 ans que je fais de la course au large, mais j'ai toujours récupéré le bateau d'un autre. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir avoir un bateau à ma main et que je puisse penser dès le début. Et je pense que c'est aussi une belle histoire à raconter. C'est la naissance d'un bateau de course. Et surtout en ce moment où on est justement dans une transition architecturale. Et ça va être très très intéressant de voir les prochains bateaux. Quoi. Dernière question avant l'interview fromage ou dessert. Est-ce que tu es heureux, Thomas? Ouais, bien sûr que je suis heureux. Écoute, ça fait 10 ans que je vis de ma passion, que j'arrive à naviguer et tout ça en réussissant aussi à avoir une vie de famille. Oui, il y a ça aussi, bien sûr. À vivre dans un endroit qui me plaît. Et donc oui, je sais que je suis un privilégié pour ça. Et donc oui, je suis heureux. Ouais. Merci beaucoup, Thomas. Thomas Ruyant, fromage ou dessert? Les deux. T'as déjà fait celle-là, non? Non, il y en a qui choisissent parce qu'il y en a qui aiment pas un peu de fromage avant le dessert, mais plutôt dessert, quoi. Dunkerque ou les Sables? Dunkerque, désolé. Je pourrais dire les deux. Non, mais je pourrais dire les deux, mais je suis dunkerquois et c'est mon port de cœur, donc forcément Dunkerque. Voile ou hockey sur glace? Voile. Alors après le triathlon aussi. Hein. Ouais, alors le hockey, ça a été 10 ans de ma vie, donc aussi. Et je pense que mon esprit de compétition, mon goût de la compète, ça peut venir de là aussi, quoi. D'accord. Ça a été mon premier sport. Atlantique ou Pacifique? Pour l'instant Atlantique, parce que moi le Pacifique, je connais pas trop. Oui, t'as fait que la moitié du parcours. Voilà, donc je connais l'Indien. Un petit bout du Pacifique, parce qu'on rentre dans le Pacifique à partir du cap australien. Mais... Donc plutôt Atlantique. Donc plutôt Atlantique. Pour l'instant. Pour l'instant. Winch ou Largo Winch? J'aime bien Largo Winch, mais plutôt Winch. On va rester dans la thématique bateau. Skipper ou technicien? Skipper. Parce que le skipper doit être technicien de toute façon. Ouais, et je sais que la technique, on en a parlé, mais j'aime bien, ouais. Skipper ou navigateur? Navigateur. Pourquoi Pourquoi cette nuance? Parce que... alors la nuance, pour moi, je suis aussi navigateur quand je navigue avec mon petit muscadet. Et là, je suis pas forcément skipper, c'est mon fils sur le muscadet. Mais je suis quand même navigateur. Ah d'accord, ok. Et j'aime bien aussi faire de la croisière et caboter dans les îles bretonnes ou du côté de Dunkerque. D'accord. Mais du coup, plutôt navigateur. Ok. Parce que là, pour le coup, ça regroupe l'ensemble de ce que j'aime. Quand tu es navigateur, tu es forcément skipper. Exactement. Solitaire ou équipe? Solitaire. Frédéric Bedos. Non, je sens qu'il ne faut pas. Je ne vais pas te demander pourquoi. Frédéric Bedos ou Nicolas Bedos? Ah, Frédéric Bedos. Ouais. Pour un très joli projet en plus. Course ou aventure?
Oh, bon, le curseur, il est, bon, on va dire course, mais il faut qu'il y ait un peu d'aventure. Poteau noir ou pot-au-feu? Pot-au-feu. Oh, c'est le pire, le poteau noir. Oh là là, c'est l'enfer. C'est l'enfer, hein, Ouais. on est d'accord. C'est la roulette. Non, du coup, plutôt pot-au-feu, quoi. Alors, pétole ou pétard? Ah, j'hésite. Pétole ou pétard? Tu peux Oh là interpréter là. le mot pétard comme tu veux. Hein. Non, plutôt pétard, ouais, que pétole. Ah oui. Alors, si Oh, je bah, te la demande- pétole, c'est pour un marin, un voileux, bon, voilà, faut un peu de vent quand même. Donc D'accord. pétole, non, pas trop pétole. Mais c'est plus, tu vois, c'est plus un vote contre la pétole qu'un vote pour le pétard. C'est comme pour les dernières élections. Et tu c'est vois. ce que j'allais Voilà. dire, c'est ce que j'allais dire. Physique ou mental? Plutôt mental. Plutôt mental. Ciré ou costard? Ciré. Ciré. Je réfléchis, moi, je suis con. C'est pas... Voilà, t'as pas besoin de trop réfléchir, t'inquiète pas. Cap Horn ou Mike Horn? Cap Horn. Imoca ou vodka? Imoca. Je te demande pas pourquoi. Et pour terminer cette interview, on se fait la bise ou on se fait la poignée de main? Oh, bah, la bise. Bon, on se fait la bise. Alors. Merci Thomas. Merci Adèle. À bientôt.